et ne permettent pas le développement de villes et d'activités très importantes. Alors, ce phénomène s'est développé au cours notamment du XXe siècle. Il s'est particulièrement développé au cours du XXe siècle. C'est un mouvement qui remonte dans le temps très loin, mais qui a subi des accélérations considérables au cours du XXe siècle, avec deux changements, notamment à partir des années 50 et qui concernent les villes du monde. Deux changements très importants, des transferts nord-sud de poids au niveau mondial, poids géographique et surtout poids économique, et des transformations corrélatives de tout ce qui caractérisait ces villes dominantes préalablement, c'est-à-dire les paysages urbains, l'étendue des villes, les types d'activités, les formes de population qu'on y trouve, les types d'architecture et les types d'urbanisme. Alors là, évidemment, je vais très vite, mais vous voyez d'abord que ces transformations quantitatives et géographiques s'accompagnent de transformations profondes de ce que deviennent les villes à mesure que le temps passe. On n'est plus du tout ni dans les formes, ni dans l'ambiance des villes d'il y a 1 ou 2 siècles. Et cette évolution, on peut la saisir, par exemple, en la représentant au niveau cartographique. J'espère que c'est assez visible. Sur cette carte, on perçoit quoi? On perçoit la vision de l'importance des villes et de leur répartition jusque dans les années 1950. Donc qu'est-ce qu'on voit en allant vite? Que les villes les plus importantes sont les villes de l'Ancien Monde, telles qu'on les trouve dans ces secteurs-là, dans les couleurs jaunes et vertes. Vous voyez, les villes les plus importantes sont là. Ce sont les métropoles dominantes au nord, avec la fameuse triade Nord, Europe, Japon. Si on refait la même carte aujourd'hui, à l'époque actuelle, c'est-à-dire à l'approche des années 2030, on se rend compte qu'il y a eu un glissement à la fois vers le sud et vers l'est. C'est-à-dire que les métropoles dominantes passent au sud et à l'est. Or, ce sont des métropoles qui se trouvent désormais dans beaucoup de cas, pas tous, mais dans beaucoup de cas, dans des pays pauvres, ce qu'on appelle des pays émergents. Et vous voyez que les villes principales que l'on va retrouver dans cette liste ne sont plus les mêmes qu'avant la période 1950. On y trouve Tokyo, bien sûr, mais Delhi, Shanghai, Mumbai, c'est-à-dire Bombay, Pékin et Dhaka. On est dans une configuration géographique complètement différente. Le monde a basculé, en quelque sorte. Et donc, ce qu'on peut résumer ainsi, c'est qu'il y a eu un tassement au nord et à l'ouest de l'évolution quantitative et spatiale des villes dominantes et une explosion au sud et à l'est de villes qui sont devenues gigantesques. Alors, on va prendre quelques exemples maintenant plus fins pour voir un petit peu comment les choses se sont passées. Si on prend par exemple le cas de Lagos au Nigeria, vous voyez l'évolution entre 1950 et 2015. 1952, 1978, 2015. Vous voyez donc que non seulement la ville prend des proportions considérables, on arrive à environ 25 millions d'habitants, énorme, quelque chose qu'on a du mal à réaliser dans nos pays aujourd'hui, enfin en tout cas en France. Et cette évolution quantitative s'accompagne d'un phénomène dont on va voir par la suite qu'il est absolument prégnant et fondamental, c'est une expansion spatiale considérable qui entraîne des transformations des espaces périphériques extrêmement lourds de conséquences. Vous voyez qu'en 70 ans, l'ampleur de la zone de Lagos a considérablement
changé. Si maintenant on regarde Mexico, même problème. Mexico, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que la taille d'aujourd'hui de l'aire urbaine de Mexico n'a plus rien à voir avec la ville d'origine. Et on arrive, là encore, aux alentours de 24-25 millions d'habitants très prochainement. Si on prend Shanghai, alors Shanghai, c'est peut-être le cas le plus spectaculaire. Shanghai fait partie de ces villes côtières chinoises qui ont été un des pôles de développement extrêmement importants. On arrive avec cette croissance forcenée de la population à un secteur qui aujourd'hui dépasse même les chiffres annoncés dans le graphique, puisque si on prend la région de Shanghai, on approche des 40 millions d'habitants. 40 millions d'habitants, c'est-à-dire pour une région, l'équivalent des 2/3 de la population française, pratiquement. Donc vous voyez que là, on est dans un changement de mesure considérable. Alors face à cela, eh bien, voilà aussi le même phénomène d'accroissement et d'expansion urbaine, mais cette fois chez nous, c'est-à-dire dans le vieux monde, le monde classique, le monde de l'Occident, on peut appeler ça comme ça. Et là, vous voyez qu'il y a aussi une croissance qui est considérable, mais qui n'est pas du tout dans les mêmes proportions. En 1979, en 2015, vous avez, avec le phénomène de périurbanisation sur lequel je vais revenir, vous avez la constitution de ce qui va amener l'Île-de-France à contenir aujourd'hui environ 12 millions d'habitants. Donc vous avez un phénomène qui est général, qui se produit donc absolument partout, dans des proportions différentes, mais qui touche en fait le monde entier. On peut parler d'un emballement mondial de l'urbanisation. Mais cet emballement mondial, c'est une sorte d'assemblage de choses extrêmement diverses. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il présente de multiples facettes. Il va jouer sur la physionomie des villes et de leurs alentours, puisque les villes vont s'étendre sous la pression du nombre et la transformation de leurs activités. Cela va entraîner des changements de type de population et de comportement des populations, et cela va aussi correspondre à des changements de logique dominante des acteurs qui gèrent ces villes, où ils vivent, où ils travaillent. Autrement dit, il va y avoir des logiques dominantes qui vont toucher le politique, le public, la sphère privée et les habitants dans leur mode de vie. Alors, en ce qui concerne les changements de physionomie des villes et de leurs alentours, alors vous voyez, là j'ai mis sur cette image-là différents types de villes telles qu'on les trouve aujourd'hui. Donc vous voyez que derrière un mouvement général qui est en quelque sorte homogène du point de vue quantitatif, il y a évidemment des déclinaisons sous différentes formes, selon l'endroit où on se trouve, selon les cultures, selon l'histoire, selon la base de départ, le fait qu'on a un noyau historique central dans la ville ou pas. On n'est pas dans les mêmes logiques si on est aux États-Unis ou si on est en Allemagne, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait très très long, mais on en reparlera peut-être après. Donc sous des formes très différentes, il y a quand même des phénomènes majeurs qui se mettent en place, ce qu'on appelle la périurbanisation. C'est-à-dire que classiquement, il y a l'urbanisation du centre-ville, et à mesure que les populations augmentent et que les transformations se mettent en place, les centres-villes s'étendent, gagnent les espaces périphériques, c'est ce qu'on appelle la périurbanisation. La densité provoque l'extension spatiale. L'extension spatiale se traduit ensuite par de l'essaimage, c'est-à-dire que des villes nouvelles sont reconsidérées ou se créent carrément, comme par exemple la politique des villes nouvelles autour des années 60 et 70 en France autour de Paris. Et les fonctions de la ville évoluent, notamment dans sa périphérie.
on découvre des villes relais, des villes dortoirs et ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers, des villes reléguées. Autrement dit, il y a une relation qui apparaît entre deux types de villes complètement différentes, la ville héritée de l'ancien monde, si on peut dire, et puis la ville du futur, la ville rénovée, la ville réimaginée, et évidemment, ça pose des problèmes. C'est loin d'être évident à mettre en place, et cela a un certain nombre de conséquences très importantes sur le fonctionnement de l'espace et la vie des populations, ainsi que l'organisation économique des zones urbanisées. C'est l'explosion du rôle des infrastructures et des transports. Question ô combien importante aujourd'hui, puisqu'on fait la chasse, évidemment, aux émissions de carbone. Autrement dit, on a assisté à une époque, notamment après la dernière guerre mondiale, où il y a eu un développement économique considérable, une progression technologique énorme, et qui ont abouti à non seulement une activation économique, mais une intensification considérable de la production, des échanges, des demandes de la population, autrement dit un phénomène d'intensité qui a favorisé le développement de la vitesse et des logiques de valorisation.